Bienvenue sur ce webinaire de BNSC Software. Je m'appelle Fred Lesaut, je fais partie de l'équipe des avant-ventes sur la partie Control M, ce qu'on appelle chez BMC Digital Business Automation. Alors aujourd'hui, on est réunis ensemble pour un webinaire essentiellement technique. On est ensemble pour à peu près 60 minutes. Alors je sais que le webinaire a été taillé à 1h30. Vous serez libéré probablement plus tôt. On en a pour à peu près 1 heure. Ça va dépendre en fait des questions qui seront posées éventuellement dans le chat. Alors aujourd'hui, on va avoir un sujet lié à Control M bien évidemment et surtout à Data Assurance, qui est un nouveau module qui va sortir prochainement. On va vous donner tous les détails au cours du webinaire. Je serai accompagné par Mathieu Petit et l'équipe avant-vente. Bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Alors, on est très content parce que c'est un sujet qui semble intéresser beaucoup de clients. Pour rappel, on a sorti le FixPack 200 Au mois de janvier. au mois de janvier, voilà. Et donc, il y a déjà beaucoup de clients qu'on a croisés qui sont très intéressés par l'application de ce FixPack, qui apporte de nouvelles choses. La version 21, alors, en règle générale, on a un rythme de sortie qui fait qu'on sort une version majeure et après, on a 2 FixPacks. Là, la version 21, il y aura un 3e FixPack, notamment pour des évolutions de l'interface web. Et la sortie de ce 3e FixPack va donner l'occasion aussi d'introduire ce nouveau module. Et donc, Control M met un doigt de pied dans la piscine de la gestion de la donnée ou du transfert de la donnée, on va dire. Manipulation de la donnée. Et lors du dernier BMCD de février, on avait fait un vote à main levée sur l'intérêt d'un prochain webinaire. Et il y avait plus de doigts levés pour ce module-là. Voilà, on est très technologie, on fait ça au doigt levé chez BMC. Donc, alors, ce webinaire est enregistré, donc il sera possible de le rejouer dans quelques jours. On va probablement mettre la partie enregistrée sur la page YouTube BMC Software Control M France, quelque chose comme ça. Donc on va d'abord faire une petite introduction, puis on va vous présenter le module en français. Et donc c'est Mathieu qui va s'en charger éventuellement avec moi pour faire du backup. Et après, donc on a 2 personnes des labs, dont le project leader de ce nouveau module qui s'appelle Nathan, qui va vous présenter le module en démonstration en anglais et on fera les éventuelles traductions si nécessaire pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on en retourne exactement. On a éventuellement aussi des questions-réponses, donc posez vos questions dans l'interface de chat de Teams. Donc la dernière fois on était avec Zoom, on a été sur GoToWebinar. Là j'ai l'interface de Q&A devant moi, je vais dropper un petit message test pour que tout le monde puisse éventuellement voir que ça marche. Voilà, ça marche. Donc c'est le bouton Q&A, Q&A en français, qui vous permet de poser des questions pour qu'on soit au courant et qu'on puisse apporter les réponses nécessaires. Donc concernant les intervenants, Mathieu et moi sommes présents. Nathan, qui est anglophone, se trouve actuellement en Israël. Et on aura probablement aussi Eyal, qui est le directeur des innovations, qui se connectera un peu plus tard. Voilà. On marche sur des œufs quand même. Le module qu'on va vous montrer est en version bêta. Si on organise ce webinaire, c'est parce que, évidemment, de votre côté, il y a de l'intérêt sur l'évolution de Control M dans un proche futur, mais aussi pour nous, ça représente un avantage extrêmement important parce qu'il y a actuellement une campagne de bêta-test de ce module et l'objectif déclaré de ce module est de pouvoir trouver des bêta-testeurs qui seraient volontaires pour installer éventuellement dans une interface, dans un environnement de test ou de dev, le module en question pour pouvoir rendre un feedback, une critique ou des demandes d'évolution avant qu'on fasse la sortie officielle de ce module. Néanmoins, pour tout ce que vous allez voir, tout est sujet à caution, rien n'est écrit dans le marbre, et même des fonctionnalités qui sont aujourd'hui, qui vont être aujourd'hui montrées dans ce webinaire peuvent être enlevées, modifiées, ou d'autres peuvent être ajoutées par la suite. Donc on est sur une présentation en teaser, comme on dit chez les Américains, de ce que va être ce futur module. Voilà. Donc je vais passer la main à Mathieu pour la présentation en tant que telle de ce qu'est ce module.
Donc la donnée, ça a commencé avec l'informatique, hein, il y a 40-50 ans. Les premiers programmes visaient à trier la donnée sur mainframe. Donc notre maturité a évolué depuis des dizaines d'années. Donc au tout début, c'est quelque chose qu'on a vu il y a longtemps. Il y a des data warehouses, des infocentres. Donc le but, c'était d'agréger ces données pour faire des beaux reporting ou de l'aide à la décision. Donc les sources de données, c'était des bases de données, des ERP, bon, c'est toujours le cas actuellement, des fichiers CSV. Et bon, le matin, on a les données ou on ne les a pas. Et depuis 5-10 ans, ça change beaucoup parce que la data est devenue le nerf de la guerre. Donc, on parle beaucoup de data ops pour améliorer la qualité de tout ce traitement de données. C'est-à-dire que les sources de données maintenant sont multiples. Ça peut être des réseaux sociaux, des CRM donc des CRM très évolués avec les incidents, des flux API, par exemple des taux de change, ou bon, la météo, c'est moins important. Et tout ça, ça s'accélère. C'est-à-dire que quand il y a un nouveau flux de données qui vient d'un réseau social à prendre en compte, donc on intègre le DevOps pour livrer plus vite, pour faire évoluer le data pipeline. Donc c'est pour ça qu'on parle de DataOps, pour améliorer la qualité et la rapidité d'adaptation du traitement de la donnée. Donc si on regarde ce petit schéma, on revient toujours à la même chose, hein, forcément. Il y en a des sources de données, base de données, un file watcher ici sur un stockage cloud AWS S3. Ensuite, on prépare la donnée, on la transforme et on la livre. Donc en bas à gauche, on a du BI. Ici, Click, ça peut être Click ou Microsoft Power BI. Business Object, les packages SSRS, enfin, il y en a dans tous les sens. Donc pour présenter la donnée aux analystes. Et à droite, on alimente des modèles de machine learning, de l'IA. Et le fameux job Control M, SLA, pour s'assurer qu'on livre en temps et en heure. Anciennement Batch Impact Manager, qui est capable de prendre en compte des contraintes temporelles afin de vous permettre de recevoir une alarme si jamais on déborde sur le temps alloué à l'exécution du processus complet. Ça, vous êtes déjà probablement tous au courant. Donc chaque icône, c'est un job type dans Control M. On a déjà présenté de nombreuses fois toutes les intégrations. Il y en a, doit être pas loin de 80 intégrations maintenant. Donc c'est pas du scripting, c'est des intégrations directes, compatibles on-prem et la version Helix Control M en SaaS. Donc tout l'intérêt de mettre ça dans Control M, c'est qu'on a une vision centralisée de l'extraction de la donnée jusqu'à sa livraison. Donc quand ça coince à un endroit, on peut facilement identifier où, c'est quand il y a du rouge. On gère les SLA, le reporting, la présentation au business grâce aux vues services, aux vues métiers. Et on s'intègre au DevOps grâce au Job as Code, à notre API REST, au client Python, etc. Dans la maturité, la nouvelle étape, c'est Data Assurance. Donc pourquoi on a créé ce module-là? Parce que vous avez dû le constater peut-être une fois, au moins une fois, même si tous les jobs sont verts dans votre interface de monitoring, êtes-vous certain que tout est correct? Par exemple, dans un calcul financier, si on part d'un mauvais taux de change, ben, tout va être faux. Ou alors un comptable qui livre un fichier CSV en inversant les colonnes de chiffres, ça reste du chiffre, mais au final, bah, le bilan comptable ou le pipeline de données sera totalement faux. Les données livrées seront fausses. L'erreur peut aussi venir d'un changement de code. C'est-à-dire le programmeur change son Python, en test tout va bien, et puis avec les données de prod, rien ne va plus. Ou alors vous pouvez avoir besoin de détecter une activité anormale, c'est-à-dire dans une banque un nombre de transactions anormales, ou pour une assurance un nombre de dossiers à traiter, un nombre on va dire de tickets de tickets de vos clients totalement anormal. Donc le matin, c'est le grand malheur.
Mais comment identifier la source de l'erreur? Est-ce que ça vient du début? Est-ce que ça vient du milieu, du premier tiers, du deuxième tiers? Impossible de détecter facilement la source de l'erreur. Donc forcément, il faut être alerté et traité en temps et en heure. Donc les impacts négatifs de tout ça. C'est une fois que vous avez détecté l'erreur, il faut identifier d'où ça vient. Est-ce que ça vient du fichier CSV qui est en entrée? Est-ce que ça vient du programme, par exemple, du programme de transformation Azure Synapse? Est-ce que ça vient de Databricks? Mystère. Donc il faut restaurer des données, corriger et tout relancer. Ça prend énormément de temps. Si vous avez provisionné aussi des infrastructures dans le cloud, par exemple Azure Databricks, AWS EMR pour les clusters Big Data, vous avez fait tourner tout ça pour rien. Et on a aussi des SLA manqués, donc éventuellement des pénalités De retard. de retard, donc à payer pour vos clients finaux. Donc globalement, on est sur l'impossibilité de prendre des décisions stratégiques bien souvent parce que la donnée est faussée, la donnée est corrompue, on va dire, dans une certaine forme, et tout ce crunching de données qui a lieu généralement la nuit est très consommateur de temps aussi. Oui. Et puis vos commissaires aux comptes, tout ça, ils disent mais vous avez fait n'importe quoi, le bilan n'est pas bon, enfin, il y a plein de conséquences. C'est aussi le marketing et les dirigeants d'entreprise qui sont incapables de prendre des décisions au vu de données pertinentes, et quand ça touche le haut de la hiérarchie, généralement, la foudre tombe beaucoup plus vite, on va dire. Oui. Donc en fait, c'est pas le témoignage d'un job en vert qui est vraiment le vrai témoignage de la résolution correcte d'un processus. Exactement. On va dire que c'est le business, c'est le métier comptant qui est le bon témoin. Tout à fait. Vous avez certainement fait donc côté opération, vous avez déjà développé des garde-fous, j'en suis sûr. Ah, pardon. Vous avez fait des scripts de contrôle, peut-être des requêtes SQL via des jobs database ou non, pour contrôler que les résultats sont OK. Mais imaginez des tas de scripts partout au milieu des workflows, des jobs database avec plein de requêtes SQL, c'est difficile à maintenir. Si vous voulez changer un seuil, par exemple, de 3000 transactions à 3500 transactions, il faut retrouver la bonne requête SQL, la modifier, et il n'y a pas de vue globale. Donc, ces solutions maison, c'est quand même très compliqué à maintenir. C'est du scripting. Donc, tout ce qui est script, hein, c'est write only bien souvent. Donc la nouvelle solution Data Assurance, au niveau architecture, c'est une solution SaaS pour nos clients, donc Control-M, On-Prem et Helix. Donc je vais revenir un petit peu sur l'architecture sur le slide suivant. Donc pour les opérations, ça permet de rajouter des seuils, des métriques à vos pipelines de données. Vous savez quels sont les résultats attendus, vous savez quelles sont les valeurs à éviter. Donc qu'est-ce que ça va vous apporter? Déjà de la proactivité, la réduction dans le traitement des incidents, parce que vous saurez exactement où est-ce que ça a coincé, quelle source de données a été corrompue. L'autre valeur, c'est pour la régulation GDPR, par exemple, le droit à l'oubli. Vous voulez être certain que tel nom a été effacé de vos tablettes, c'est quelque chose que vous pourrez mettre dans une métrique. Et c'est le genre de processus, c'est le poids légal qui nous intéresse tous, hein, clairement, qui fait que les entreprises ont obligation de mettre des processus en place pour le droit à l'oubli, et donc il faut aller chercher la valeur du nom d'une personne déterminée pour aller l'effacer effectivement partout. Et la contrainte de pression est liée à une amende qui peut être quand même assez forte. Donc ça pèse. Et tout ça intégré à Control-M, encore une fois pour une vision globale. Inutile de développer quelque chose dans un nouvel outil. Donc Data Assurance permettra de surveiller la qualité des données. Et donc l'impact,
positif, c'est toujours davantage de valeur ajoutée à vos pipelines de données, plus de confiance entre le métier et les opérations. Donc, tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Un petit mot sur le produit. Donc, on va bientôt switcher en anglais. Donc, il est hébergé en SaaS. Alors, qu'est-ce qui est hébergé en SaaS? C'est la présentation, le dashboard, la configuration des métriques. Il n'y aura jamais de données envoyées dans le SaaS. C'est-à-dire, les données, elles restent chez vous. Ce qu'il y aura chez vous, c'est un agent qui va récupérer les métriques à surveiller. Et après, il y a un échange en disant bah, c'est OK, donc il y a des notions de dataset, de pipeline, donc c'est plutôt les résultats qui seront envoyés au SaaS pour alimenter le dashboard. Alors avant de passer la main à Nathan, juste un dernier rappel, un deuxième rappel, si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas à ajouter vos questions dans le chat, c'est la partie Q&A de l'interface de Teams, et on les traitera à la fin ou pendant, si c'est pertinent. Nathan, you're on mute. I am here. Perfect. So you can share your screen. The floor is yours. And we'll Great. translate if necessary from time to time. Et on pourra, pour les personnes qui sont les moins anglophones, on pourra vous faire un petit peu de rattrapage à intervalles réguliers. It's up to you. Thank you. And I apologize for my English in advance. It's okay. It's okay. Don't worry. So let me share my screen and tell me if and when you can see it. Bear with me here. Okay. Still nothing so far. Yeah, it's coming. Should be seeing something here. Yeah. We see your Teams interface. Wonderful. Let's get rid of that. Okay. Then we have the interface in front of us. Great. We should be seeing the dashboard. Yes, correct. Wonderful. So we're going to go through a quick demo using a demo environment for data assurance. Fair warning, this is a product that's still in development, so there might be some hiccups here as we walk through the demo. But we're going to walk through a sample use case with a number of ETL jobs in a control M folder. Those ETL jobs will run an analytics process and send an email out, and we'll see how we can add some data quality checks to that pipeline as we work along through it. So let me go into the planning and just go over the sample use case here. We have a number of folders. The concept and the specifics of each individual job doesn't really matter. I just want to draw your attention to the right side here. If you can see my screen, we have a number of jobs here at the top. We have ETL orders, catalog items, ETL categories, ETL items. These are jobs that extract data from a Postgres database, each one from a different table. We then aggregate the data for the last 7 days, trailing 7 days. And then we're going to run a bunch of analytics to decide which customers we want to send a discount to. And then finally, we're going to go ahead and send out an email discount. The story, again, doesn't really matter. What matters here is how we add data quality to this process to ensure that the data that we extracted from this Postgres table, from these Postgres tables, is what we expect it to be. Yeah, so I'm going to move back into, sorry, go ahead. Hold on, Nathan. I'm going to translate just a bit in French so that people can follow. Sure. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'interface web de Control M. Évidemment, on est dans une version qui est un peu plus avancée, qui est un peu plus bêta, qui inclut donc le module Data Assurance. Et donc, vous avez ce nouveau domaine à côté de Planning and Monitoring qui est le dashboard de Data Insurance. Et ce qu'a montré Nathan. So, Nathan, please could you go back to... Yeah, sure.
Planning, yeah. Et donc, dans la partie planning, on voit que Nathan a développé, enfin, a positionné des jobs qui sont liés à une base PostgreSQL, qui sont des requêtes très simples. C'est des jobs base de données. Et on suppose, dans le contexte du scénario de la démonstration, que le flux va analyser du comportement client pour faire de l'analyse et délivrer du BI. Voilà. You can go on, Nathan. Wonderful. All right, let's keep going here. So we have our workflow in Control-M. Now we want to open it up in Data Assurance and start building out the data quality metrics. So I'm going to go over here into pipelines. Pipelines are effectively Control-M folders. There's nothing different. Here we can see the number of jobs in the folder and the number of data assets we're already using. In this case, we have one Postgres table, so we can see that we're utilizing one Postgres table. I'm going to open up the ETL orders folder, delivery ETL orders folder. And what we have here is the same as we saw previously in the planning domain. So we have these jobs, ETL items, ETL catalog items, categories, orders, and an aggregation of the trailing 7 days. What's different here, of course, is that we have a data asset or a data set we call categories. So this is a Postgres table called categories. And we also have a new entity called categories monitor, which is our data quality metrics that we've applied to the categories data set. And so this runs before the ETL orders job runs, and it validates that certain metrics on the categories table are applied. And we're going to see what that looks like in a second, how to define these monitors. Yeah, hold on, Nathan. Hold on. Sure. Just, can you go back to pipelines? Yes. Donc, petite explication de texte en français. Donc, vous voyez actuellement dans l'onglet Pipelines, les pipelines qui ont été détectés, enfin qui n'ont pas été détectés, mais qui ont été déclarés dans l'interface. Donc, les pipelines correspondent au folder de Control-M. Donc, vous avez Delivery Analytics, Delivery Emails, Delivery ETL Orders. And can you switch to the Delivery ETL Orders, please? Donc là, en cliquant sur le pipeline dans Data Assurance, vous avez le détail des éléments avec lesquels Data Assurance va jouer. Et donc, cette partie-là va s'exécuter avant l'exécution du folder. Et vous avez Categories Monitor qui est la partie de Data Assurance qui va valider la qualité des données qui sont traitées, en fait. Sorry, go on, Nathan. Sure. So right now what we're going to do is we have an existing monitor already, which is a collection of data quality metrics. We're going to go ahead and add a second one to run after the ETL orders job runs and before we aggregate the data. So let's go ahead and take a look at what that looks like. I'm going to go over here to monitors, and I'm going to create a template for our monitors. I'm going to select the relevant data source I want to use. We have a number of options here. We're going to be supporting Oracle, as you can see, Snowflake, a number of file types, CSVs, JSONs, Postgres, of course, as I previously mentioned, as well as MS SQL. For this demo, we will use Postgres. I'm going to select the orders data set. So this is just a table within my Postgres database. And once I select that, I can now create my monitor template. And again, a monitor template is just a collection of data quality metrics. So this is how I would start building up my collection of metrics. We're going to start with an individual metric. We can build dozens and dozens of metrics here in a single collection. And what this collection, this monitor allows us to do is run all those together. So you're basically creating a single run for potentially dozens and dozens of data quality metrics all in a single job. Right now, we're going to walk through this process of creating a new metric. We have the ability to select an individual column or field within our table. We can look at metrics across the entire data set, things like null count, row count, the percentage of nulls across all our table. And we can also use custom queries using SQL. So we can define things like looking at window functions, we can compare multiple columns, all that sort of things with SQL.
For now, we're going to use the easiest option, which is looking at an individual column. I'm going to select a field that I want to apply this on. In this case, we're going to look at the discount rate. The discount rate is what discount rate or what percentage of a discount I gave the customer on an individual order in this case. And we're going to select a metric for this. So in this case, I want the maximum discount rate. I expect the maximum discount rate to be less than, 10%. And if it's above 10%, I'd like to trigger this metric. I want this metric to fail. So I'm going to add this metric to my monitor. And hold on. Sorry, Nathan, I'm going to translate. I'm going to open this up again just so that you can see what those fields look like. Yeah, go ahead. You. Donc, juste pour détailler un peu ce que Nathan vient de faire, dans le processus de Delivery ETL Orders, on ajoute une analyse qui est faite sur une des métriques de la base PostgreSQL, qui est en l'occurrence le discount rate, qui est le pourcentage de discount que reçoit un client. Et en fait, on souhaite déclencher, ou plutôt on souhaite faire planter le job, planter le folder, si jamais on détecte que certains clients ont un discount plus élevé que 10%. Et donc, vous avez probablement vu rapidement ce qu'a fait Nathan. Il a sélectionné le champ et il a sélectionné la contrainte qu'il attache à ce champ pour dire si on n'est pas dans cette métrique-là, si la règle que je positionne n'est pas correcte, alors on fait planter le job et du coup, ça permet de détecter que la qualité de la donnée a un problème. Et donc, tout ça a été mis en place à travers ce qu'on appelle un template. Go on, Nathan. Awesome. We're going to see in a second why we want to have a template as well. It's not just a monitor, it's a template. But now, as I said, we can add multiple metrics to this. For now, we're going to keep it at 1 to keep it simple. I'm going to go ahead and save my monitor template. Wonderful. And now what we can do is we can head back into our pipeline, right? Our folder here, and we can select where we want to position this data quality metric that we've just created. And the reason we have a template is because now we can implement a check across multiple different positions within our pipeline. We could look at a different folder and add the same metric there as well, right? So a use case for this would be very simple. A data warehouse manager wants to make sure that no matter where an ETL pipeline is loading data into its warehouse from, all data that comes in has at least one row and no more than 100,000 rows. So he wants to create a range there. And we can place that metric across multiple different areas with a single template. Tomorrow, if he decides to change that from 100,000 to 1 million, he just needs to change that individual template, and all the monitors instances, wherever they are, will be updated accordingly. So we're going to go ahead. Yeah, go ahead. Just translating that. Donc, template. Nathan a expliqué pourquoi on crée des templates. C'est parce qu'en fait, on ne veut pas répliquer à l'infini les mêmes choses. Donc, en fait, on crée un template qui est un jeu de règles qui pourra se réappliquer par la suite sur différents folders, différents pipelines, et ça évite de réinventer la roue à chaque fois, hein, vulgairement. Donc, on met en place ces règles-là, on peut les changer, et quand on les change, il y a une notion d'objet en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on change la métrique, et d'un seul coup, la métrique est modifiée pour la totalité du template, sur la totalité des pipelines sur lesquels il est utilisé, et on va pouvoir très simplement créer un template qui va valider la qualité de la donnée pour N folders, N pipelines, qui peuvent être littéralement des dizaines, des centaines ou des milliers de folders dans l'exécution des pipelines par contrôle M. Go on, Nathan. Great. So we're going to add a monitor instance to our pipeline here. Again, after the ETL orders, but we want it before this job over here. So it's going to be right over here. We're going to select add monitor. Here we can find a number of monitors that we've already created. This is the new one that we just created a second ago. So I'm going to go ahead and give it a specific name. This monitor will correspond with the ETL orders job that goes before it. So I might want to call it an ETL order monitor. And again, we can create multiple instances from the same template.
that we've chosen here. I want an alert severity. So if it fails in this specific instance, it's critical. I want relevant stakeholders to know about that. I have to tell Control M where this runs. In this case, through the magic of copy paste, I have the host group ready. And we're going to go ahead and click done. Now, what's happening here behind the scenes is we're saving this monitor instance and the template to our SaaS platform. In Control M, we're also creating a job, and we're going to see that in a second. So right now, we have a new... Nathan, sorry, because this is very important. Donc, Yeah, le module en question possède une partie dans le SaaS et vous avez compris qu'il y a une partie qui se trouve au niveau de l'agent. Tous les calculs, tout ce qui est attrait à la donnée, qui est votre donnée dans votre environnement, qui est sécurisé, est traité par l'agent. Ce qui est stocké dans le SaaS est uniquement les règles et les templates qui sont en relation avec ce que vous avez défini comme template lié à vos pipelines. Donc en fait, vos données ne naviguent pas dans le SaaS du tout. Ça reste en local. Voilà. Sorry, Nathan. Great. So as you can see, the structure has changed a bit. The job ETL orders is now up here. After the ETL orders job, we run the ETL order monitor, which checks the orders data set. And if it accepts that the metrics have passed, we'll keep going. If not, we can decide to do a number of things. Now, before we look into this, I wanted to go back into planning. I'm going to close this up. I'm going to just open up the ETL orders in this case. Great. And so what we should see here, right down here, is that we have a job, a new job that was created. And it's based on our AI framework, so our application integrator framework, and it's a job of a data assurance type. What that means is that just like any other job in Control M, we can run a number of actions based on outcomes from this job. So if our metric fails, we can decide that we do not want to process the next job. If it fails, we might want to rerun the ETL orders jobs, right? So there's a number of operational actions that we can do, just like any of other Control M job, that are available out of the box because we've packaged all these metrics into a Control M job. And this is very powerful functionality that doesn't exist elsewhere. This is something that's key and core to the value we believe we deliver with data assurance. You want to go ahead and translate that? Sure, thank you. Donc, vous avez compris qu'en fait, le fait d'avoir rajouté un monitor sur le pipeline a eu pour conséquence l'ajout d'un nouveau job au sein du folder Control M. Et donc, vous allez retrouver votre dataset et l'action d'analyse qui est faite sur la valeur de ces données. Et c'est pas juste pour le plaisir de mettre un nouveau monitor dans le système. Le but du jeu, c'est d'être capable de détecter un dysfonctionnement et bien évidemment d'agir. Ça veut dire qu'on va planter le job automatiquement, potentiellement. On va aussi peut-être laisser tourner le job parce qu'en fait c'est juste un warning ou juste une info sur quelque chose qui est légèrement dysfonctionnel, et on va aussi pouvoir éventuellement avoir des actions automatisées. Ça tombe bien, Control M fait de l'automatisation, et on va pouvoir relancer le step précédent en espérant que la donnée sera corrigée ou va être dans un meilleur état, et où on va pouvoir effectivement avoir un déroulé logique avec un résultat de l'analyse qui, pour le coup, correspond à ce qu'on attend, et on n'aura plus le problème. Tout l'enjeu de ce module lié à la qualité de la donnée est lié à la notion de ne pas perdre de temps et de ne pas relancer 50 fois un traitement alors qu'il est en train de traiter des données dysfonctionnelles. Donc on est vraiment sur cette notion de qualité de ce qui est fait, d'optimisation et d'efficacité de ce qui est automatisé au travers de Control M. Sorry, Nathan. Yeah, that's fine. So right now we've run our jobs and we're waiting for them to execute. One thing I did want to show was what happens after these metrics fail and what we can see about that. So here we have a number of alerts for a data set called categories. Again, I just came into it through the dashboard just to clarify. Categories down here. I could have looked at other alerts as well, but this is the one we chose. Hold on. Coming back to the dashboard. Yeah. Donc là, dans le dashboard de l'interface web, vous voyez qu'en bas à gauche, vous avez les datasets
et vous avez des alertes qui ont été remontées. Donc les alertes qui sont bleues, c'est des informations. Donc a priori, ça n'interrompt pas le flux d'exécution. Il peut y avoir juste des éléments qui sont remontés. En jaune, vous avez les warnings qui peuvent commencer à sentir un peu le roussi. Et en rouge, par contre, là, c'est des alertes critiques. On a décrété que sur telle analyse de données, sur tel résultat de données, si ça dépasse tel élément, enfin tel threshold, comme on dit, limite, seuil, voilà, sur telle limite, sur tel seuil, on va renvoyer une alerte critique, et là, il faut vraiment faire une action corrective parce que le flux va rendre un résultat complètement incorrect. Go on. Oh, you're really good at this simultaneously translating stuff. Yeah, that's my job, you know. Okay, so we're in a categories data set. And the reason I chose this one is because we just have a lot of data here already built in. Again, it's a demo environment. Here we have a number of metrics that were defined for a field called category ID. And it's just some basic stuff, the minimum, we expect this, the distinct value count, whatever it may be. And we can see some conditions that were created, right? And so this is what we expected, and this is what we got. And obviously they do not match, and therefore this has failed and created an alert. And what we can do with this, if we look at this over time, is, let me see if we have something a little bit more interesting in the categories table. Let's see if, not very interesting, but it is what it is. Let's see. Maybe It's a demo anyway. Yeah, I'm just looking to see if we have something a little bit more exciting. We don't. All right, we'll stick with categories. So what we can see here is obviously this metric, distinct values count over multiple executions, 3 executions to be exact here, is exactly the same. But what this enables us to do is to track trends in our data as well, right? So we can understand if the distinct number of categories that we have in this case, right, is steadily increasing, steadily decreasing, and start to recognize patterns. Now, this data is also available for exporting. You can upload it into whatever BI analytics tool that you have. There's a number of capabilities that this would allow them to do, such as forecasting, and these are some of the capabilities we are interested in bringing to the product in the near future. So the ability to identify trends in your metrics over time is of great importance. Some example use cases, we have concrete use cases. We have, just going back to our data warehouse management team, if we don't necessarily understand the business context of the data, that's okay. We can still start to track metrics like the distinct value count. And then we can bring this data to the attention of the team and say, hey, folks, the amount of data that you're bringing over time is increasing. Let's try to understand why this is happening. So this gives the data teams a single source of truth for what's happening with their data over time. You want to translate that? Yeah, sure. Donc vous voyez qu'on reçoit les alertes en liaison avec des catégories et ces alertes peuvent être exprimées par des graphes qui vont donc nous permettre de voir d'un point de vue production l'évolution des alertes et l'évolution des données qui sont traitées par Control M. Et donc on peut identifier très simplement, très rapidement si certaines métriques sont en augmentation, en diminution, si c'est stable. Et donc, on voit cette évolution de la donnée qui est traitée. Alors, dans quelle mesure c'est intéressant? C'est intéressant parce qu'on peut s'apercevoir, par exemple, que les facturations qu'on a fait le mois dernier, elles étaient à 10 000, et puis le mois suivant, d'un seul coup, elles sont passées à 50 000. Donc, quelque part, on peut se questionner d'un point de vue production, mais pourquoi ce job a quintuplé en durée de temps? C'est tout simplement qu'on crunch beaucoup plus de data. Et donc, l'aspect data assurance va au-delà de remonter des alarmes, c'est aussi un indicateur de l'évolution de la production en tant que quantité de données traitées et de métriques à délivrer. Et donc, c'est aussi partie intégrante, bien évidemment, du module. Sorry, Nathan, over to you. Yeah, that's okay. I was just looking to see if we had a different table that might be with more information, but this is the best I think we have for metrics that have already run. Okay, so
this, in a nutshell, is what we are able to do. Again, our emphasis and the advantages that we think this brings to the table are the ability to package multiple data quality checks into a single job and instrument them with Control-M job operational controls, and to decide when to rerun, when to alert people, who to alert, all that sort of thing that come built in with Control-M jobs are now brought to the data quality space as well. So just to wrap things up in terms of our demonstration, we talked a little bit about the different data sources we're going to be supporting. This is our space for creating and managing our data sources, what we call our catalog. Just coming into Postgres here, we can see raw information about the data sets that we have available to us. This is where you can refresh your data sets, create a new data source, limit specific data sets that you may not want us to access. All those sort of capabilities are here, and they're available based on effectively connection profiles, right? So we use connection profiles that I'm assuming a lot of the folks here are familiar with to access these data sources, obviously with a different set of permissions, but that is the fundamental building block here. Ce que montre donc Nathan ici, c'est la manière dont le Data Insurance Module accède aux données. Vous pouvez créer de nouveaux datasets, bien entendu. Vous pouvez en interdire l'accès aussi, tout à fait logique. Hein. On traite de la donnée, donc vous pouvez vous sentir en droit d'interdire l'accès à certaines informations. Donc c'est ici que vous allez pouvoir rafraîchir votre catalogue de datasets et où vous allez pouvoir ajouter, enlever, supprimer certains éléments en accès d'un point de vue du Data Assurance. Sorry, Nathan. Right. You can go on. Yeah. So, Fred, do we have any questions as we go along here? Alors, une fois de plus, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Hein. On a l'interface de Q&A qui est disponible dans Teams. Je ne vois pas de questions actuellement, mais ce n'est pas grave. I'm going to ask you a question, Nathan. Obviously, that's the key question. When will this be in general access to the potential customers that would be interested in this? 21.3. So that should be currently we're planning around September. Ok, donc pour ceux qui seraient intéressés par ce module, il sera disponible en vers septembre 2024. Hein, je prends toujours des gants. On est toujours dépendant de l'évolution et du développement des labs. Il y a toute une partie, bien entendu, de tests, de validation et de Q&A qui sont faits sur nos modules pour qu'ils soient le plus aboutis possible au moment où ils sortent et où ils sont en contact avec les clients. Nathan l'a dit, il y a une partie du module qui va être en relation avec le SaaS. Ce ne sont que des connexions sortantes qui seront mises en place. Donc, il n'y a pas d'implication sécuritaire ou d'ouverture de port en entrée, bien entendu, en liaison avec la gestion de la communication avec la partie SaaS. Et ce qui est stocké dans le SaaS est uniquement les templates que vous allez créer pour aller tritouiller vos données ou tester vos données. Et le programme bêta peut commencer dès maintenant. Oui, so Nathan, what exactly are you looking for in terms of beta program? Who would be your ideal candidate? Well, the ideal candidate is the customers that have the time to invest in this. This is a beta program, and that means trying out example use cases, right? And so what we would do for the beta would be to help identify together with the customer an example use case or two that we would test out. And an example use case can be very, very simple. It could be a CSV file that's important that we want to create validation tests for, and it could be quite complex. It could be an ETL process that combines folders and files and Snowflake and so on and so forth. So that really depends. The use case really depends on the customer and what they would like to do. Beyond that, it's an investment of time to connect to the data assurance platform. But other than that, we're really up to looking for whatever customers are interested in testing here.
Specifically from our side, the onboarding process, we would love to test. The metrics that are relevant and important to our customers is something that we would like to see and validate. We want to make sure that we do have a bunch of metrics here, but we want to make sure we're not missing anything that's important to them. And of course, our data sources. We want to make sure that the data sources we have in place are relevant and things that our customers are going to be using. So for the beta, an investment of time to understand what use cases would be relevant, an investment of going through the onboarding process, which means connecting to the SaaS platform and all that's entailed with that. We can share details for interested customers on what that onboarding process looks like and what the prerequisites might be. Okay, I'm going to translate that. While I'm doing the translation, please, Nathan, have a look at the Q&A. We have questions in the interface. And you should have access to it. In English? I can't see it. Yeah, they are in English. They are in English. Alors, pour ceux qui sont intéressés par le programme bêta, donc nous sommes à la recherche de personnes qui seraient volontaires pour tester le produit et à jeter un coup d'œil à ce que ça donne dans leur environnement. Donc, on est très très attaché chez BMC à recueillir les besoins au plus proche du besoin client. Donc, c'est vous qui utiliserez le produit à la fin, c'est pas nous. Même nos développeurs ne sont pas les utilisateurs de la solution. Ils ne font que développer l'outil en fonction de ce que le marketing terrain leur donne comme indicateur d'évolution du marché. Ça veut dire quoi si vous voulez tenter l'aventure? Eh bien, ça signifie d'avoir du temps pour, d'une part, installer un contrôle M qui va avoir le niveau de version qui va bien dans un environnement de test, enfin une espèce d'environnement bac à sable, quoi, ni plus ni moins. Et puis surtout d'avoir aussi du temps pour se former rapidement avec les labs sur cet outil. Et enfin, avoir le cas d'usage simple ou complexe qui permettra de mettre en lumière ce qui peut manquer ou ce qu'il faudra être ajouté ou ce qui peut être simplifié dans la définition des processus, de telle manière à avoir en bout de chaîne quelque chose qui, au moment de la sortie, sera véritablement pertinent pour le marché. Il y a un accompagnement des labs. Et bien entendu, vous serez accompagné par les labs, par Nathan, par ses collègues, pour prendre en compte vos remarques et vos évolutions, éventuellement vous fournir des fix-packs pendant le bêta-test pour que vous soyez le plus proche possible d'une version la plus aboutie et la plus proche de celle qui va sortir. Nathan, about the question, what happens to the auto-created jobs in case the folder is recreated over whether it's import or export-import? Yeah, so the question, just to be clear, is what happens to the data quality job when, for example, something may have overwritten that individual job? Yes. It is a control M job, and that means that the single source of truth is control M. So if you delete the monitor, the job itself from control M, the job will no longer be there. Your monitor template will still be in place. You can still use the same data quality metrics that you have anywhere else, right? So the metrics are not lost, of course, but your job, which you just deleted, is deleted. Ok, donc là, ça signifie clairement que si vous faites une modification sur le folder en question et que vous écrasez, enfin vous faites disparaître le job qui a été créé automatiquement par Data Assurance, même si votre template existe toujours dans le SaaS et dans la définition qui a été créée, il n'y aura plus de test, bien évidemment, et il faudra le rajouter par la suite pour qu'on retrouve la fonctionnalité. Mais s'il est déjà présent dans le folder, le fait d'exporter et de le réimporter, on reste ISO, oui, tout à fait. As of which control M version is it supported? So right now, out of the box, it'll come with 21.3. We are working to support 21.2 as well, but right now it'll come out with GA with 21.3. Donc il faudra bien être en contrôle M version 9.21.300 qui sort en septembre, donc afin de pouvoir avoir accès à l'outil et de pouvoir l'utiliser correctement. Final question. And Fred, sorry, just to clarify that, for the beta, 21.2 is of course fine. Ok. Et donc pour la bêta, si vous lancez dans le bêta programme, vous aurez accès à une version 9.200, donc ça ne vous donnera pas accès en avance de phase à la 300.
Last question, in monitors field metric, how does the standard deviation action works? Is it parametrable? Well, what do you mean by parameter? Can you modify it? Could you share your screen again and show the standard deviation action? Sure. Let me bring that up just a second. That might take longer than I would have hoped. Bear with me here. It's okay. Yeah, I will bring up the standard deviation. We tell you when. Oh, so are we talking, do we want to understand what percentile we can use as a threshold in terms of the standard deviation? Well, maybe tolerance to avoid alarms. Monsieur Lamotte, si vous êtes toujours avec nous, n'hésitez pas à remettre des éléments complémentaires pour pouvoir montrer, pour pouvoir expliciter votre question. Screen. There we go. Okay. Donc, so there we see standard deviation. Très bien. Greater than. Donc, on a accès à tous les opérateurs. Donc, c'est la métrique, c'est standard deviation. Et donc, on a l'opérateur. Could you reopen the operator menu, please? No, the other one. The other one. Yeah, this one. Donc, on peut avoir égal, différent, plus grand que, plus grand ou égal, moins, enfin plus petit ou égal, et on peut aussi avoir le between qui est donc entre deux métriques. Donc c'est un genre serpent monétaire, quoi, plus en contenu entre deux valeurs. J'espère qu'on a répondu à Monsieur Lamotte. No, that should be good. That should be good. No more questions. Thank you very much, Nathan, for this demo. That's very good. Évidemment, pour tous ceux qui sont en ligne, vous pouvez revenir vers nous, on pourra vous donner des éléments complémentaires pour comprendre, pour répondre à vos questions et aller plus loin dans le détail. Mathieu, je vais te demander de repartager ton écran pour les derniers slides. Donc on a fait un webinar en 1 heure, donc on est à peu près dans les clous, on va dire. Voilà. Questions-réponses. Alors, on a traité les questions-réponses. Donc, juste pour vous donner un peu de perspective sur les prochains événements qui vont arriver sur nous, le 14 mai, pour ceux qui vont au Google Cloud Summit, eh ben, on y sera aussi. Donc, si vous voulez passer voir notre stand, c'est avec plaisir qu'on pourra se serrer la main et discuter 5 minutes. Le 10 juin, on a un autre webinar Control-M qui arrive. Alors, pour l'instant, le sujet n'est pas encore choisi, n'est-ce pas, Mathieu ? C'est aussi suite au BMCD de février. Oui. Encore le vote à main levée. Il y avait eu de l'intérêt pour les nouveautés de MFT Enterprise. Oui, donc la partie interface de partage de transfert de fichiers entre vos entreprises et les partenaires externes. Donc on pourra peut-être éventuellement faire ça. Comme rien n'est inscrit dans le marbre, suivant l'air du temps et puis les discussions qu'on va avoir avec les clients, on pourra changer le sujet, mais pour l'instant, effectivement, on pourrait faire quelque chose autour de MFT Enterprise. Il y a beaucoup de clients qui ont acquis la solution récemment, donc ça peut soulever des questions, et puis on peut aller plus loin dans le détail, et puis donner des perspectives sur l'évolution de ce module. Donc voilà, 10 juin, ça nous amène quand même très très loin dans le temps. Et puis, on n'a plus qu'à vous remercier. Thank you, Nathan, thank you a lot. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez avoir plus de détails. Ceci clôture notre webinaire technique. J'espère que ce qui a été montré, expliqué, démontré vous est utile. On va toujours organiser des webinaires, c'est toujours prévu. On retrouvera le recording probablement dans la page YouTube de BMC France. Et une fois de plus, merci pour votre attention et votre disponibilité. Nous n'avons plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et à bientôt. Bonne journée.